On est ensemble avec Laurent Soli, Pierre Louette et Monique Cantos-Perber. Bonjour madame, bonjour messieurs. Merci de nous accueillir chez vous ce matin et surtout de nous accorder votre temps pour échanger sur ces sujets. On l'a vu avec la pandémie que l'on est en train de vivre depuis presque un an. Les fake news ont aussi proliféré. La défiance envers les autorités, le doute envers les discours de certains scientifiques, un sentiment de manipulation pour certains, la recherche de boucs émissaires également. Un sondage d'ailleurs nous disait qu'une nette majorité de Français, 57%, affirme que la Covid-19 est apparue de manière naturelle et pour autant, un Français sur 4, 26% exactement, estime que ce virus a été conçu en laboratoire, 17% pensent que c'est de manière intentionnelle, 9% de manière accidentelle. Et pour autant, les Français ne sont pas moins complotistes que les Américains sur l'origine du nouveau coronavirus. C'est donc le sujet finalement caractéristique de cette époque où les remises en cause même scientifiques sont quasi quotidiennes. Et c'est ce sur quoi nous aimerions vous interroger les uns et les autres. Peut-être pour ne pas se tromper sur la définition, c'est quoi une fake news? Laurent Soli, je vais me permettre de commencer avec vous, mais on a l'impression que les réseaux sociaux ont créé les fake news, et pourtant ce phénomène n'est pas du tout récent. Dans la définition originale et j'allais dire précise des fausses informations, la fausse information est un contenu qui est factuellement faux, on y reviendra, oui, et diffusé par des fausses pages ou des faux profils. En l'occurrence, vous m'interrogez sur mon entreprise, créée sur Facebook ou sur Instagram. Au départ, c'est cela la définition de la fausse information. oui. Elle peut être créée pour différents buts que nous avons observés, analysés et que nous combattons. Et je vous dirai, j'imagine comment. Pour un but commercial, ce fut et c'est encore une grande majorité des fausses informations qui cherchent à orienter les utilisateurs vers des sites ou des applications qui cherchent à générer un profit publicitaire, par exemple. Oui. Ce peut être des fausses informations organisées par des réseaux qui cherchent à diffuser des fausses informations dans un certain nombre de pays, au moment notamment d'élections ou de moments forts de la vie démocratique. Et ça, nous démantelons ces réseaux, et quand nous les démantelons et quand nous connaissons l'origine, nous informons et nous communiquons sur ces sujets. Et au départ, la fausse information, il s'agit bien de ce contenu factuellement faux et diffusé par des structures, des pages ou des profils qui elles-mêmes empruntent des identités qui ne sont pas authentiques. Quand je disais que ce phénomène n'était pas récent, Pierre Louette, vous êtes à la tête du groupe Les Échos, Le Parisien. J'en appelle au souvenir du journaliste que vous êtes et des rédactions que vous avez accompagnées. J'imagine que ces fausses informations, c'était quoi? C'était de l'influence, du lobbying il y a 10, 20 ans, 30 ans. Je ne veux surtout pas vous vieillir, en tout cas pour ceux qui vous ont précédé. L'idée, c'était quoi? C'était parfois des communiqués de presse, c'était des dîners en ville qui voulaient lancer des rumeurs, etc. On n'a pas entendu les réseaux sociaux dans la presse pour avoir des fausses informations? Alors d'abord, je ne vais pas laisser prospérer une fausse information. Je ne suis pas journaliste. Déjà, voilà, pour être vraiment dans le factuel, on ne va pas laisser ça circuler ensuite chez Laurent ou ailleurs. Merci de le préciser. Non, mais c'est normal. Deuxième chose, je vous écoutais, je me disais que, et Madame Cantos-Perber et Laurent certainement le savent mieux que moi, mais la manipulation du faux, je pense que c'est aussi vieux que l'espèce humaine. Enfin, je suis à peu près convaincu qu'il y a toujours eu une capacité, depuis qu'on a su s'exprimer et partager, de manipuler. Donc dans la fausse information, il y a souvent une volonté de manipuler. Puis il y a une deuxième chose qui, moi, m'interpelle toujours, c'est qu'il y a une volonté de comprendre aussi, de chercher une explication. C'est-à-dire que dans les rumeurs, dans le complotisme aussi, bon, tout ça est un peu lié à un moment ou à un autre à la fausse information. Il y a un besoin de comprendre, il y a un besoin de savoir. Il y a toujours ces gens qui disent on nous cache quelque chose, on nous a pas tout dit et après tout, quelqu'un d'autre serait autorisé à nous le dire. Donc je pense que c'est très ancien.
Deuxième chose qu'il faut dire tout de suite, je pense, pour contribuer à poser le débat, c'est que toute technologie produit du social. Donc, il y a une technologie nouvelle, et cette technologie, elle est fondée sur la massification. Un des succès incroyables de Facebook, c'est d'avoir conquis en 17 ans, je crois, 3 milliards 300 millions de clients, enfin, ou de gens qui s'intéressent et qui sont dans Facebook. Donc, il y a eu une massification inouïe. Moi, je le dis souvent, Facebook, aujourd'hui, c'est l'agora du monde. C'est le lieu où on va échanger, débattre, partager. Et il y a bien un certain nombre de gens qui ont compris toute l'importance de cet énorme réseau d'échanges, de partage de commentaires, de distractions, enfin bon, et qui se sont dit, on va tenter d'y manipuler les autres. Donc, renouant avec une tradition très ancienne, mais avec la force incroyable du réseau d'aujourd'hui. Donc, je pense que c'est un petit peu ça qui définit la situation dans laquelle on est. S'agissant de la presse, la fausse information, oui. Moi, je me souviens d'avoir travaillé en arrivant dans ce groupe sur l'histoire du journal Les Échos. Il est né il y a 112 ans maintenant, mais à l'origine, il est né en se distinguant d'autres journaux que l'on payait pour ne pas produire une information. Donc là, c'était pas de la fake news, c'était des gazettes un peu économiques comme ça, mais on leur disait, bon, je vous donne de l'argent, puis vous publierez pas ce truc qui me gêne parce que c'est le cours de la laine qui a baissé, monté, enfin bon. Donc c'est ça l'origine d'un journal, et les journaux essaient tous d'être comme ça, éthiques, et d'avoir une attitude qui soit pas justement fondée sur le faux, mais fondée sur la recherche de la vérité et sa publication. Monique Cantos-Perber, vous êtes philosophe, vous êtes directrice de recherche au CNRS, membre du comité d'éthique également, ancienne directrice d'ailleurs de l'ENS. Sur quel terreau finalement prospèrent ces fake news? Le terreau de la crédibilité humaine qui est capable de tout capter, de tout croire et de tout relayer. En effet, les fake news, à la fois des fausses nouvelles, c'est-à-dire des nouvelles délibérément falsifiées, ou des nouvelles que l'on estime vraies, mais qui en fait sont fausses. Donc il y a quand même une palette de présence de la fausseté dans les nouvelles. C'est un phénomène extrêmement ancien. Et j'ai bien aimé d'ailleurs le titre de votre table ronde, les fake news, virus du progrès. Parce que d'une certaine façon, ce genre de phénomène qui a existé en tout temps est sécrété par les conditions politiques, les conditions sociales et par la manière dont les personnes se représentent leur avenir. Et d'une certaine façon, la prolifération de fake news auxquelles nous assistons aujourd'hui, et qui a même amené à parler d'ère de la post-vérité, comme si nous entrions dans un régime complètement différent de la vérité et de la rationalité, dit autant sur l'humain que sur la représentation que nos contemporains ont du progrès. D'une certaine façon, plus ce progrès est perçu comme menaçant, moins il est une évidence, plus il est source d'inquiétude et source de menace, plus les fake news prolifèrent. Et d'une certaine manière, je parlais de crédibilité humaine, mais au fond, les fake news essaient... alors, soit elles sont clairement propagandistes et manipulatrices, soit elles essaient tout simplement de donner du sens à une réalité qui est de moins en moins compréhensible. Donc, d'une certaine façon, comme cela a été dit, elles sont une des formes, enfin totalement dysfonctionnelles, mais pas moins réelles, d'interprétation et d'explication et qui sont de cible. Alors, comme ça existait depuis toujours, les fake news, au fond, quel est le problème? On peut constater que pour punir, la vérité l'a emporté et la juste. Alors, les choses, c'est à tous. Eh bien, là, c'est une libérale qui parle. Si vous voulez, le meilleur remède à la fausse information, c'est le débat, c'est-à-dire la contradiction, la concurrence, la compétition des opinions. Alors, il est vrai que dans l'espace public, ça se réalise assez spontanément. Il y a une dynamique de l'échange, il y a des autorités qui sont les universités, même si malheureusement elles ne jouent plus un grand rôle maintenant, mais qui sont les journaux et qui d'une certaine façon rectifient. Le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui depuis une vingtaine d'années, et enfin surtout depuis quelques années, on l'a vu avec le Brexit, on l'a vu avec l'élection de Trump, c'est que ces forces de rappel qui sont dues à la concurrence et à la compétition des opinions ne peuvent pas jouer aussi librement dans les réseaux sociaux, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Donc d'une certaine manière, la dynamique de l'échange n'a pas la vertu correctrice qu'elle a en général à moyen terme dans l'espace public, et de plus, les réseaux sociaux du fait même de leur mode de fonctionnement, évidemment, rendent d'autant plus visible une opinion d'autant plus visible qu'elle est spectaculaire,
qu'elle est éventuellement même fantasmatique ou délirante. Donc, d'une certaine manière, il y a dans le mode même de fonctionnement une prime à la visibilité de ses opinions et à la capacité de relais. Donc, la question fondamentale, c'est les forces correctives de correction dans l'espace numérique, qui est en effet aujourd'hui un espace d'information. Justement, Laurent Soli, qu'est-ce que vous répondez à tous ces gens qui accusent les réseaux sociaux? Alors, on vient d'en parler et c'était normal de remettre l'église au centre du village en disant que les réseaux sociaux n'ont pas créé les fake news, puisqu'on le sait, ça existe avant. Pour autant, on vous accuse de démultiplier ces fake news parce que forcément, 3,3 milliards de personnes notamment, et il n'y a pas que votre réseau social, bien sûr, tous sont concernés. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens qui ont trouvé en vous des boucs émissaires faciles et peut-être les plus proches? Sur le sujet des fausses informations, je veux redire peut-être bien sûr plusieurs choses et la façon dont nous les combattons. D'abord, il est important de dire que les grandes plateformes numériques et sociales sont et doivent rester des espaces de liberté d'expression. Mais que cette liberté d'expression, qui a été d'ailleurs donnée à des millions de personnes, va avec une responsabilité très grande de Facebook sur ce sujet. Garantir la liberté d'expression, lutter contre les fausses informations. En soulignant un point, c'est que nous ne pouvons pas non plus, et nous ne voulons pas, être le juge de l'opinion ou l'arbitre de la vérité. En posant ces principes, comment alors agissons-nous? Depuis plusieurs années, nous avons déployé une politique très complète pour lutter contre les fausses informations. Et je vais essayer de vous la résumer en quelques points. D'abord, la priorité pour nous, c'est de retirer et de lutter contre les fausses pages ou les faux profils qui peuvent diffuser de la fausse information. Ça, c'est une action extrêmement efficace. Je vous donne un chiffre. Au cours des 3 premiers trimestres de l'année 2020, nous avons supprimé plus de 5 milliards de tentatives de création de fausses pages ou de faux profils sur Facebook, grâce notamment à notre investissement depuis de nombreuses années sur les outils d'intelligence artificielle. Un de nos laboratoires est d'ailleurs à Paris, qui permettent proactivement de détecter et de bloquer. Nous avons aussi, à l'occasion de la crise du Covid, décidé de bloquer et de retirer les contenus qui représentent pour nos utilisateurs un danger imminent pour leur santé. Nous avons à ce titre, dans les premiers mois de l'année 2020, retiré plus de 12 millions de contenus. C'est-à-dire que nous avons affiché très clairement une responsabilité en ayant une action directe, volontaire, transparente, car nous communiquons régulièrement ces chiffres, sur le blocage des pages et le retrait de contenus qui représentent un danger imminent. Deuxième action, c'est une action désormais ancienne, profonde, avec un réseau de fact-checkers dans le monde, qui sont essentiellement des cellules, d'ailleurs développées par de grands médias, qui sont certifiées au niveau international. Nous avons désormais 80 accords et partenariats avec des cellules de fact-checking qui travaillent dans plus de 60 langues et qui permettent à tous les utilisateurs qui ont signalé une information qui leur paraisse fausse. Parce que là est tout le débat sur est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Eh bien, nous avons des partenariats avec des spécialistes. Il y a en France 4 grands partenariats, et c'est d'ailleurs la France, j'en suis extrêmement heureux, qui a inauguré pour Facebook ce travail. Nous travaillons avec l'AFP dans plus de 16 pays, Le Monde, 20 minutes et France 24. Et ces fact-checkers ont comme rôle d'analyser les signalements, et si une information leur paraît fausse, alors l'impression numérique est réduite de façon significative dans les fils d'actualité, et nous imposons une étiquette d'avertissement qui prévient tous les utilisateurs que cette information a été jugée comme fausse. À partir du moment où une fausse information a été détectée par les fact-checkers, elle est réduite
Et à partir du moment où un avertissement est imposé, 95% de nos utilisateurs ne vont plus voir ces fausses informations. Laurent Soli. Nous avons, pour l'année 2020, déposé des millions d'avertissements sur un certain nombre de contenus. Je vous donne aussi un exemple de l'impact de ce fact-checking. Oui, je vous laisse terminer là-dessus. Au cours du mois d'avril 2020, notre réseau de fact-checking a décelé près de 7500 signalements et articles qui étaient faux. Le fait de les avoir détectés a permis d'imposer sur plus de 50 millions d'articles cette réduction et cet avertissement. Je termine et je vais vite. Troisième élément extrêmement important, et vous venez, madame, de le signaler à l'instant, l'information. Nous devons d'abord informer et éduquer aux médias et aux réseaux sociaux tous nos utilisateurs. Si vous me posez des questions, je vous dirai comment on le fait. Et surtout, favoriser la circulation de la bonne information. Pour l'année 2020, nous avons ainsi créé un centre d'information Covid-19 dans le monde entier, disponible pour tous les utilisateurs de Facebook. Plus de 2 milliards de personnes l'ont consulté dans 189 pays. Et ça a eu des impacts et une action extrêmement positive et importante pour faire circuler la bonne information sur cette pandémie. La question qui se pose là, Pierre Louette, Monique Cantos-Perber également, c'est en fait la définition de ce qu'est une bonne information. Ce qui est une bonne information pour moi ne l'est pas forcément pour vous. Ce qui est faux pour moi ne l'est pas forcément pour mon beau-frère avec qui je vais être en pugilat, en repas de famille parce qu'on va être dans un débat finalement d'opinion. On est là sur la limite, la frontière entre la morale, l'éthique, les opinions politiques. Et tout cela, évidemment, saupoudrait de nos subjectivités. C'est compliqué votre métier, Pierre Louette, au quotidien? Oui, c'est compliqué, ça c'est tout à fait certain. Moi, j'ai été PDG de l'agence France Presse aussi dans le passé, donc je me souviens qu'il y avait là des livres entiers qui définissaient la façon dont on travaille, dont on collecte, dont on produit de l'information. Il y a quand même quelques règles fondamentales, c'est la vérification. Donc c'est ce que l'AFP fait aussi aujourd'hui aux côtés de Facebook. C'est en français le fact-checking, donc vérifier les faits. Et là-bas, la règle était, et c'est le cas aussi aux Échos, aux Parisiens aujourd'hui, dans l'ensemble des titres dont j'ai la charge et la joie d'avoir la charge aujourd'hui, c'est on vérifie plutôt 2 fois qu'une avant d'écrire quelque chose, avant de le publier surtout, parce que on sait qu'il y a cette responsabilité de mise en circulation dans nos journaux, dans nos radios, sur nos écrans de cette information. Bon. Donc il y a une vérification, une relecture, ou plusieurs relectures même, et après publication. Ça n'empêche pas parfois de faire des erreurs. C'est ça aussi qui est assez impressionnant, c'est que malgré ces processus-là, malgré le professionnalisme qui est démontré et la méthodologie qui est mise en œuvre, voilà. Donc ça c'est plutôt pour le fait. Et je parle plutôt là du fait, est-ce un fait avéré ou pas? Vous étiez engagé dans un propos dans lequel vous aviez aussi un aspect commentaire. Alors, le commentaire, c'est autre chose, parce que on peut commenter des faits, on peut avoir une opinion sur des faits, et qui est différente, qui est divergente. C'est même tout le sel de la démocratie. Madame Cantos-Perber le rappelait. C'est aussi comme ça qu'on fait société, qu'on débat, qu'on forge son opinion contre l'autre. Bon, il faut qu'il y ait, c'est pas si facile aujourd'hui d'ailleurs à distance, mais il faut qu'il y ait une rencontre, un frottement pour que les opinions s'affinent. Donc déjà, le fait, c'est très important. Ce contre quoi on lutte, les uns et les autres, c'est la mise en circulation dans les réseaux ou un peu partout de faux faits, hein, de faits non avérés, de choses qui ne sont pas la vérité. Bon. Deuxième chose aussi qu'il faut mentionner, je pense que Facebook, avec Google aujourd'hui et quelques autres, est en train de s'engager là-dedans, c'est de contribuer aussi à faire en sorte que soient financés ceux dont le métier c'est de produire des faits avérés, si j'ose dire. Voilà, contribuer à ce financement-là, c'est un nouvel équilibre qu'on doit trouver. Il faut reconnaître, je ne veux pas développer tout ça parce que c'est pénible pour ceux qui l'entendent, mais moi j'ai connu ce monde-là évidemment il y a assez longtemps, à l'AFP en 2006-2007. Facebook était très jeune, si je me souviens bien à ce moment-là, et puis était un petit enfant qui est devenu un grand géant. Bon. Et pendant ce temps-là, la presse écrite en particulier, elle a perdu beaucoup de ses ressources et elle a perdu donc une partie de ses moyens pour avoir des gens qui font de la couverture, qui produisent de l'info. Aujourd'hui, moi j'appelle de mes voeux, et je pense que c'est pas impossible, un moment où on va travailler mieux les uns avec les autres pour que chacun dans son rôle produise, vérifie et contribue à une mise en circulation dans le débat, dans le réseau de faits avérés. Après, les opinions elles peuvent s'exprimer. Il y a un petit point aussi que je voulais mentionner, j'aimerais bien avoir la réaction de mes collègues là-dessus, c'est le problème de l'anonymat. On a quand même tendance à
là-dessus, parce que les fameux trolls aussi, les gens qui, quand vous produisez, vous, en commentaire, vont vous agonir d'insultes, tout ça courageusement derrière l'anonymat, c'est un peu embêtant parce que le graffiti sur le mur, il a toujours existé, hein, depuis la Rome antique, on en a retrouvé, je crois, même à Pompéi. Mais là, c'est un graffiti planétaire. C'est-à-dire que vous avez des centaines de milliers de gens qui disent souvent n'importe quoi. Prenons l'exemple des matchs de foot. C'est vraiment, les commentaires sont insensés et violents et haineux parfois, mais tout ça courageusement anonyme. Donc, je pense que cette massification, c'est aussi une massification d'une forme de bêtise. Et ça aussi, il faut qu'on lutte parce que ça met en danger nos sociétés. Une réaction rapide d'ailleurs sur le sujet de l'anonymat avant de poursuivre sur les organes de régulation notamment et les instances de contrôle. Mais peut-être Monique Cantos-Perber pour réagir à cette question de Pierre Louette concernant l'anonymat. L'anonymat, si vous voulez, est un véritable problème pour ce qui a été évoqué, c'est-à-dire le phénomène des trolls. Mais de manière plus générale, il ne faut pas confondre le fait de recourir à un pseudonyme et le fait d'être anonyme. Parce que des pseudonymes, il y en a beaucoup et beaucoup de messages dits haineux sont relayés par des personnes sous pseudonyme. Bon, et là, lorsque ces messages peuvent être considérés comme un appel à la haine, donc ça tombe sous le coup de la justice qui peut assez vite remonter à l'identité véritable de la personne. L'anonymat, c'est un petit peu compliqué parce que ça suppose la mise en œuvre de stratégies d'anonymisation qui sont diverses sur le web et il y a de nombreux experts dans le domaine. Mais pour finir aussi, l'anonymat, au bout du compte, peut être levé. Donc, si vous voulez, par rapport au risque majeur, c'est-à-dire de faire en sorte que des personnes échappent complètement aux sanctions légales qui pourraient leur être appliquées à propos de messages clairement délictueux, l'anonymat n'est pas une protection absolue. Alors maintenant, quant au fonctionnement de l'échange, pour ce qui me concerne, je suis plutôt favorable à ce que l'usage de pseudonymes en particulier ne soit pas interdit. D'abord parce que c'est une condition de liberté de parole pour des personnes qui hésiteraient à exprimer certaines opinions si on savait qui elles étaient. Et d'une certaine façon, ça correspond à ce qu'on peut souhaiter de mieux sur le web, c'est-à-dire une grande profusion d'opinions. Maintenant, en faisant l'hypothèse d'une régulation assez stricte pour ce qui a trait d'une part aux deux pathologies que le web peut porter et les réseaux peuvent porter, qui ont trait d'une part à la restriction du débat, au fait que ce qui était à l'origine le lieu du débat horizontal, du débat où chacun pouvait s'exprimer, tend aujourd'hui à devenir un espace extrêmement restreint où certaines thèses acquièrent une visibilité maximale. Donc ça, c'est une évolution des réseaux qui est véritablement totalement contraire aux exigences de la liberté d'expression, qui exige le débat le plus large. Et par ailleurs, évidemment, le pseudonyme peut favoriser la désinhibition et le passage aux extrêmes. Alors, et les procédures de régulation adaptées peuvent contrôler ça. Mais si vous voulez, je voudrais juste dire un mot sur l'affaire de la régulation, parce que moi, je ne suis pas de ceux qui prennent les réseaux comme des boucs émissaires. Ça fait partie de la réalité contemporaine, ça correspond à un très fort désir des usagers, et donc on observe le réel et on essaie simplement de faire en sorte qu'ils puissent se développer de manière harmonieuse et en phase avec ce qui sont les normes de la vie commune. Pour moi, le problème n'est pas tant le fait que toutes sortes d'opinions circulent, et même des opinions fausses. Depuis toujours, les opinions fausses ont prospéré, et il y a même une certaine vertu aux opinions fausses. Enfin, c'est une thèse un peu paradoxale, et que la rationalité de cette façon-là. L'opinion fausse, ça oblige à constamment lutter pour la vérité, ça oblige à constamment améliorer les arguments qu'on a pour défendre ce en quoi on croit. Donc d'une certaine façon, ça empêche que la vérité ne devienne dogmatique et ne devienne une bien-pensance. L'opinion fausse, dans une certaine mesure, est un aiguillon nécessaire pour le constant dynamisme de l'inventivité humaine et de la volonté de rechercher la vérité. Mais il faut qu'il y ait, encore une fois, des systèmes de régulation. Alors, la dynamique de l'échange interne, tout ce que j'ai dit jusqu'à présent montre qu'elle ne fonctionne plus véritablement sur les réseaux sociaux. Le recours aux modérateurs et au signalement d'usagers est extrêmement important, et ça a été rappelé avec une très grande justesse, mais là encore, c'est soumis à des règles qui ne sont pas véritablement connues du grand public et qui peuvent, d'une certaine manière, ratisser trop large. C'est-à-dire que
les réseaux cherchent à se protéger et auront tendance à avoir des systèmes de protection forfaitaire. La liberté d'expression fera les frais, à coup sûr. Merci Monique Cantos-Perber. Laurent Sauli, en fait, dans ce que l'on entend, en fait, on aimerait que vous ayez 3 milliards 300 millions de salariés pour contrôler chacun un utilisateur de votre réseau social multiplié par les milliards d'autres utilisateurs d'autres réseaux sociaux. Finalement, ma morale, mon éthique, mon éducation, mes opinions politiques, mon humeur du jour aussi, mon objectivité et surtout ma subjectivité me commandent, moi, tous les jours, de vouloir diriger votre réseau social vers ce qui me plaît le plus. Et évidemment, ma subjectivité fait que je tolère moins que vous alliez vers d'autres sujets. Mais vous n'avez jamais répondu, vous auriez pu m'en coller une en retour en me disant, mais Nicolas, personne ne vous oblige à venir sur Facebook, personne ne vous oblige à venir lire ce qui se passe sur le réseau. Vous n'avez jamais osé nous dire, à nous qui refusons l'infantilisation, alors qu'en fait, on vous demande de nous traiter comme des enfants en faisant tout à notre place. Pourquoi vous ne nous rétorquez pas ça ? Parce que je pense que cette réponse-là sera incomplète et aujourd'hui insuffisante. Et qu'une entreprise comme Facebook, qui, comme Pierre Louette l'a dit, a ce nombre d'utilisateurs dans le monde et un nombre très important de Français qui utilisent Facebook, plus de 39 millions de Français utilisent Facebook aujourd'hui dans notre pays. Nous considérons, et ça depuis de nombreuses années, que sur ces questions, nous avons une responsabilité et que nous devons donc offrir d'abord un cadre qui permet aux utilisateurs de nos plateformes d'être dans un environnement le plus sécurisé possible, qui n'accepte ni les contenus de haine ou tous les contenus dits inappropriés sur notre plateforme, et avec des partenaires. Je suis complètement aligné avec ce que Mme Cantos-Perber vient de dire, peut travailler à la lutte contre les fausses informations, mais en gardant un espace sécurisé et de libre expression. C'est pour cela, et je le redis, que cette responsabilité ne veut pas dire et ne doit pas dire que nous allons devenir, et nous l'avons toujours exprimé, ni l'arbitre de la vérité ou un juge de l'opinion. En revanche, travailler avec des entreprises, des professionnels qui sont certifiés, dont c'est le métier, Pierre Louette l'a dit, pour l'AFP ou pour d'autres dans le monde, pour permettre effectivement de pouvoir évacuer et lutter des informations qui sont manifestement fausses et qui ont été analysées comme fausses, alors là, c'est notre responsabilité. Et je trouve que le travail que nous avons bâti depuis des années avec ce réseau de fact-checking, que nous avons complété, notamment l'année dernière, sur l'information, l'éducation, la prévention, permet d'avoir un système le plus complet possible. Notre travail est-il terminé pour cela? Non, nous devons bien sûr continuer à améliorer nos outils technologiques pour proactivement empêcher toute tentative de manipulation ou volontairement par des fausses pages ou des faux profils publier et viraliser de la fausse information, améliorer en permanence avec nos partenaires fact-checkers dans le monde entier notre connaissance pour être plus efficace, et c'est exactement ce que nous avons fait depuis des années. Et je crois que notamment au cours de l'année 2020, ce que nous avons fait pour aider à la bonne information sur la pandémie Covid-19, travailler avec les autorités officielles, sanitaires, mondiales et nationales pour donner la bonne information à nos utilisateurs, dans un moment où évidemment le monde était saisi par cette pandémie, c'était notre responsabilité. Et je peux vous dire, nous allons continuer en 2021 cet effort-là. La question, en fait, aujourd'hui, c'est comment réhabiliter la parole de l'expert? Comment faire en sorte que les fake news ne soient pas un virus contre le progrès ou un ralentisseur de progrès? Pierre Louette, cette question philosophique, vous sauriez répondre en quelques secondes? La philosophie, c'est plutôt Monique, hein, la spécialiste. J'y viens évidemment juste après. Très fort dans ce domaine-là. Non, vraiment, pour nous, mais je rejoindrai ce qui a été dit à l'instant par Laurent aussi, il faut il faut que chacun joue son rôle. Donc voilà, les experts doivent pouvoir être entendus, être vus. C'est pour ça aussi, encore une fois, au risque d'être un peu lourd, moi j'insiste toujours sur le fait qu'il faut aussi contribuer à leur financement, parce que s'il y a plus de producteurs d'informations sourcées, vérifiées, s'il y en a de moins en moins, ça va être un peu compliqué quand même, parce qu'il y aura effectivement là, le torrent, le réseau,
toute opinion sera tout aussi autorisée et tout ça sera, si vous voulez, Internet, c'est le monde d'une horizontalité incroyable. On peut communiquer comme ça avec 3 milliards 300 millions de personnes grâce à Facebook, et aussi un monde de verticalité. On va trouver des verticales, des silos, des gens qui s'enferment les uns avec les autres aussi, parce que les algorithmes ont été un peu parfois conçus comme ça. On vous met en rapport avec ceux qui pensent comme vous, on vous donne plus de ce que vous avez recherché dans des moteurs de recherche à différents endroits. Moi, je me souviens au tout début d'Amazon, on regardait, on commentait une façon qu'ils avaient de procéder, qui leur a pas mal réussi, merci, qui était le marketing filtratif collaboratif. Le terme est un peu barbare, mais c'est on met en rapport avec des filtres les gens qui ont cherché les choses, et bien sûr, on vous dit, vous allez aimer ça, vous allez aimer ça, d'autres que vous aimez ça. Bon. Donc, il faut que chacun ait sa place. Dernier mot pour ma part, parce qu'on n'en a pas trop parlé ce matin, mais c'est vraiment important. On est entré dans une phase nouvelle, je crois, Laurent Soli l'a évoqué, dans laquelle il va falloir bien redéfinir ou repréciser ou peut-être donner un statut à certaines fonctions. Ces fonctions, quelles sont-elles? C'est par exemple la décision de supprimer un compte. C'est pas Facebook en l'espèce, je pense à Twitter, quand on ferme le compte d'un homme politique fut-il Donald aussi Trump, par exemple. en couleur. Donald Trump, voilà, exactement. On l'a pas encore complètement oublié, mais haut en couleur que lui. Voilà, son compte a été fermé. Il a peut-être dû être fermé il y a longtemps, vous allez dire, mais il a été fermé là. Bon, est-ce que un réseau social peut décider de le faire? Moi, je trouve ça très intéressant et compliqué parce qu'on leur a reproché de ne pas prendre de responsabilité, et quand ils ont commencé à en prendre, on leur a dit non, c'est pas à vous de le faire. Donc ça n'est pas bien non plus. Je veux dire, il faut être quand même un peu équitable. Donc je pense qu'il faut travailler là-dessus. Je pense que chez Facebook aussi, moi je propose un bouquin qui sort là. On pourrait aussi donner un statut aux modérateurs. Les modérateurs de Facebook, ils ont un rôle. Moi je suis extrêmement, franchement, je les connais pas. J'en connais pas intimement personne qui fasse ce job-là, mais je suis très respectueux. Ils sont aussi soumis à un flot d'horreur parce que ils enlèvent des horreurs. On n'en a pas parlé, mais des horreurs monstrueuses, ils les enlèvent. Il faut les protéger. Je pense que l'entreprise les protège d'un certain point de vue, mais ils ont presque un statut à déterminer dans nos sociétés. Et c'est-à-dire qu'ils jouent un rôle clé. Monique Cantos-Perber, est-ce que ce dont nous parle Pierre Louette nous permettrait de réhabiliter la parole de l'expert que j'évoquais dans ma question et faire en sorte que ces fake news ne soient pas un virus contre le progrès ou un frein du progrès? Oui, il le faudrait, je l'appelle de mes voeux, mais je crois que ce temps est révolu. La parole des experts n'intéresse plus personne, c'est pourquoi elle n'est pas audible. On préférera toujours une information résumée, une information plus spectaculaire, même si elle reprend le contenu de la parole de l'expert. On demande à l'expert de faire un pitch, de résumer sa pensée en quelques secondes. Alors, quand il s'agit de faits, ce sera établi, ça peut être à la limite acceptable, mais lorsqu'il s'agit de débats scientifiques où la vérité n'est même pas certaine, comment voulez-vous que les doutes que les virologues ont eu ou les infectiologues sur l'origine du virus, sur la manière dont il se propageait, puissent, en tant que véritable débat scientifique, être transmis à l'opinion? Je souhaite de tout cœur que ce soit possible, et il faudrait certainement, si on veut y remédier, une véritable collaboration entre tous les lieux de débat et d'information, les journaux et les réseaux aussi, certainement. Mais sur la question du compte, de la suppression de compte, je voudrais dire un mot, car là, il me semble qu'un tour a été pris qui risque de changer totalement les choses. Les réseaux sociaux, enfin en tout cas pour les plus grands, sont devenus aujourd'hui des médias sociaux. Donc il ne s'agit pas d'échanger des idées, il s'agit de transmettre des informations. L'information est un bien public, que la puissance désormais soit de la partie. En ce qui me concerne, je suis totalement opposée à la suppression du compte de Trump. Je n'ai pas beaucoup de sympathie pour l'ancien président, mais il reste que supprimer des messages, oui. Supprimer un compte, non. Supprimer une voix, non. Parce que, si vous voulez, là, on change de régime. D'abord, on change de régime quant à la liberté d'expression. Il ne s'agit pas tellement d'être arbitre de la vérité. On reprend sans cesse cette expression, mais elle me paraît inexacte. Il s'agit d'être arbitre de qui peut parler et qui doit se taire. Et c'est quelque chose de tout à fait différent. Parce que la vérité, si vous voulez, elle n'est pas compacte. Nul ne peut décider c'est comme ça, c'est pas comme ça. Pour les faits, comme ça a été admirablement rappelé, oui. Mais pour de très nombreuses questions, la vérité est une chose beaucoup plus complexe. Ça suppose de voir quelles sont les sources, quelles sont les informations.
d'où ça procède, etc. Donc un message qui est manifestement inexact, qui peut avoir des conséquences délétères sur l'épidémie, par exemple, l'appel à la violence, l'appel à la haine, qu'on le supprime, c'est tout à fait légitime. Bon, il y a peut-être et même probablement beaucoup de messages qui sont supprimés, qui ne devraient pas l'être, mais ça c'est une autre question. En revanche, pratiquer la censure préventive, c'est se mettre à peu près au niveau de ces apprentis censeurs d'aujourd'hui qui interdisent la prise de parole et l'annulent par avance. Merci beaucoup. Donc, ce point est vraiment très important parce que là, les journaux revendiquent les réseaux revendiquent le statut d'éditeur et non plus simplement d'hébergeur. Ils décident qui peut pas, comme un journal. Vous m'avez lancé une bombe, Monique Cantos-Perber, qui mériterait qu'on fasse un débat pendant 3 jours sans avoir de réponse au bout de 3 jours. C'est savoir qui mérite de parler ou qui mérite de se taire. Vous me donnez une jolie bombe à la fin du débat. Vous me permettrez de ne pas y revenir, même si ça doit susciter beaucoup de questions ou de réactions de la part de ceux qui nous regardent. Je voudrais juste terminer en un mot avec chacun d'entre vous. Finalement, si on regarde le verre à moitié plein, ces fake news qui menacent le progrès, vous nous diriez quoi, qu'on est dans une bonne évolution qui nous permet aussi de valoriser encore plus les bonnes news et celles qui permettent finalement d'élever le débat et d'élever ceux qui nous écoutent. Laurent Soli, pour terminer. Oui, moi je suis très optimiste sur ce sujet. D'abord, la part des fausses informations représente sur nos plateformes une infime minorité de ce qui est posté par nos utilisateurs. Ils y partagent leur vie, leurs vacances, leurs photos, leurs week-ends. C'est ça un réseau social. 2, nous avons fait d'énormes progrès avec un arsenal aujourd'hui très complet depuis 5-6 ans pour lutter contre les fausses informations. Et les chiffres que je vous ai donnés, les actions que nous faisons ici en Europe et dans le monde, j'espère, témoignent de cela. Et puis je veux dire aussi que ce que nous faisons pour aider à la bonne circulation de l'information et aussi à donc, et je vous laisse terminer là-dessus, Laurent Soli, en un mot. Va dans le bon sens. Merci beaucoup. En un mot, Pierre Louette. En un mot simplement, pour moi le débat il est enfin posé, ouvert, et le débat il va nous permettre collectivement d'élever notre niveau de jeu. Et c'est bien l'objectif. Monique Cantos-Perber, votre mot de conclusion. Oui, une information qui nous permet de nous rapprocher de la vérité, qui témoigne de notre engagement de rationalité. Mais si vous voulez, une information, elle doit être prise toujours dans un débat. Parce qu'il y a une propagande de l'information vraie aussi, on ne peut pas l'ignorer. Donc c'est pourquoi une vérité, mais à condition qu'il y ait le contexte autour et qu'il y ait un véritable espace d'échange. Merci beaucoup à tous les 3 d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir permis d'y voir un peu plus clair, même si on le sait, ces débats, tout aussi passionnants soient-ils, sont d'autant plus frustrants qu'ils mériteraient les uns les autres qu'on y passe des jours et des nuits et peut-être même à la fin sans être rassasiés. Merci en tout cas de nous avoir nourris de vos points de vue.